Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'expliquer le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie. Ce cours fait partie de l'unité consacrée à l'étude de la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Dans la première partie de cette unité, on a vu comment la respiration et la fermentation permettent de transformer l'énergie emmagasinée dans la matière organique en deux types d'énergie. Elle libère cette énergie sous forme de chaleur et d'ATP, c'est-à-dire qu'elle transforme l'énergie emmagasinée en énergie thermique et énergie chimique. Cette énergie chimique qui est sous forme d'ATP est utilisée par le muscle squelettique strié pour transformer l'énergie chimique en énergie mécanique qui est sous forme de contraction. Donc ici, on voit très bien qu'on a une transformation d'énergie. À partir de la matière organique, l'énergie emmagasinée est transformée en énergie thermique et énergie chimique, puis l'énergie chimique est transformée en énergie mécanique. Ceci me fait penser à ce qu'a dit Antoine Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vais commencer d'abord par l'étude expérimentale de la contraction musculaire chez la grenouille. Toujours lorsqu'on veut faire une expérience concernant la contraction musculaire, on choisit de travailler avec des grenouilles. Pourquoi? Parce que cet animal est généralement de petite taille, c'est-à-dire qu'il est facilement manipulable. De plus, pour ses membres, on voit très bien que les muscles sont bien développés et sont bien adaptés à ce genre d'expérience. Donc toujours lorsqu'il s'agit d'une expérience de contraction musculaire, n'hésitez pas à choisir de travailler avec des grenouilles. Voilà le matériel expérimental dont on aura besoin pour cette étude. D'abord, avant de commencer, il faut toujours procéder à faire une décérébration et une démédulation à la grenouille. La décérébration, c'est-à-dire détruire son cerveau, comme ça on peut éliminer tout mouvement volontaire de cette grenouille. Et de plus, on va faire une démédulation, c'est-à-dire destruction de la moelle épinière. Et lorsqu'on détruit la moelle épinière, c'est-à-dire qu'on élimine aussi les mouvements réflexes, c'est-à-dire tout mouvement involontaire de cette grenouille lors de l'expérience. Une fois décérébrée et démédulée, on fixe la grenouille sur une planchette de liège, le dos en l'air, à l'aide de 4 épingles enfoncées dans les pattes. On fait une incision longitudinale dans la peau de la cuisse et on écarte les masses musculaires pour dégager le nerf sciatique. Puis on fait une section au niveau du tendon d'Achille et on dégage le muscle gastronémien relié au nerf. On relie le tendon d'Achille sectionné à un cylindre par un stylet enregistreur. Après, on applique des excitations d'intensité déterminées à l'aide des électrodes reliées à un stimulateur. Et ici, on voit sur le cylindre enregistreur que ce cylindre a un mouvement de rotation. Et sur le cylindre, on a 3 enregistrements. Un enregistrement qu'on appelle un myogramme, c'est lui qui correspond à la contraction du muscle. Un autre qui marque le signal de l'excitation, quand est-ce qu'on applique l'excitation. Et un autre signal qui correspond au signal du temps. Lorsqu'on applique une seule stimulation, on l'appelle stimulation isolée. Et pour la stimulation, elle peut être par un courant électrique, soit stimulation chimique en utilisant des acides, soit une stimulation thermique en utilisant la chaleur, soit une utilisation mécanique comme utiliser une piqûre.
Mais lorsqu'on veut mesurer l'intensité de la contraction, il faut toujours choisir une stimulation qu'on peut très bien contrôler. C'est pourquoi on choisit d'utiliser des stimulations électriques. Et lorsqu'on applique une seule stimulation, on obtient un enregistrement qu'on appelle une secousse musculaire. Pour la secousse musculaire, on peut la découper en 3 phases. La phase A, la phase B et la phase C. La phase A, on l'appelle la phase latence. Et pour la phase latence, c'est la durée qui sépare le moment de l'excitation et le début de la réponse. Généralement, elle dure quelques millisecondes et pour cette période-là, on ne remarque aucun changement au niveau du muscle. Pour la phase B, on l'appelle la phase de contraction. Et la phase de contraction, elle est caractérisée par un raccourcissement du muscle et on marque qu'il y a une augmentation de l'intensité de la contraction. On remarque aussi au niveau du muscle que son épaisseur augmente. Donc, ce qui caractérise la phase de contraction, c'est que la longueur du muscle décroît et son épaisseur augmente. La troisième phase est la phase du relâchement. Lors de la phase du relâchement, le muscle reprend ses dimensions initiales, c'est-à-dire son épaisseur et sa longueur initiale. Et sur l'enregistrement, on remarque que l'intensité de la contraction diminue jusqu'à rejoindre l'intensité initiale aussi. Pour la partie D, il reflète l'amplitude de la contraction. Dans la deuxième expérience, on applique des stimulations isolées et d'intensité croissante. Donc ici, la plus faible intensité d'excitation est l'intensité I1 et la plus grande intensité est l'intensité I12. On remarque ici que pour l'intensité I1, elle n'a pas donné aucune réponse. Pour l'intensité I2 jusqu'à l'intensité I9, on remarque très bien que plus l'intensité de la stimulation augmente, plus l'amplitude de la réponse augmente, jusqu'à stabilisation. À partir de I9, même si on augmente l'intensité de la stimulation, l'amplitude de la réponse reste stable. Donc ici, pour l'intensité I1, elle n'a pas donné de réponse, c'est pourquoi on l'appelle une excitation infraliminaire, c'est-à-dire qu'elle est inefficace. Pour l'intensité I2, c'est la plus faible intensité qui donne une réponse, c'est-à-dire qu'il donne la première réponse. On l'appelle la rhéobase. Donc la rhéobase, c'est la plus faible intensité d'excitation qui donne une réponse. À partir de I3 jusqu'à I12, on l'appelle des excitations supraliminaires ou bien des excitations efficaces. Donc lorsqu'on veut faire une expérience, on choisit toujours une excitation supraliminaire. Ici, si on veut comprendre pourquoi à partir de I2 jusqu'à I9, plus on augmente l'intensité de l'excitation, la réponse augmente, il faut d'abord comprendre de quoi le muscle est constitué. Chaque muscle est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Donc, lorsqu'on applique une excitation qui est faible, le nombre de muscles excités est faible. Et donc, l'intensité de la contraction reste faible. Lorsqu'on augmente l'intensité de l'excitation, le nombre de fibres musculaires engagées dans la contraction augmente et donc l'intensité de la contraction ou bien l'amplitude de la réponse augmente. Lorsqu'on augmente davantage l'intensité, le nombre de fibres augmente jusqu'à ce que tous les fibres constituant le muscle soient engagées dans la contraction. Ici, même si on augmente l'intensité de la stimulation, le nombre de fibres engagées ne va pas changer. Donc, la réponse ou bien
l'amplitude de la secousse musculaire obtenue va être stable. Donc ici, lorsque l'intensité d'excitation augmente, le nombre de fibres musculaires engagées dans la contraction augmente et donc l'amplitude de la réponse devient importante. C'est ça ce qu'on appelle la notion de recrutement. Donc ici, les fibres sont recrutées. Plus le nombre de fibres recrutées est grand, plus l'intensité de la réponse augmente aussi. Lorsque toutes les fibres du muscle sont engagées dans la contraction, on obtient l'amplitude maximale de la réponse. C'est pourquoi, même si on augmente l'intensité du stimulus, l'amplitude reste constante. Donc pour le reste des expériences, on va toujours choisir une excitation, bien une stimulation qui est efficace. Cette fois, on va appliquer deux stimulations successives d'une même intensité. Sur l'enregistrement suivant, la première stimulation correspondant à S1 nous donne une secousse musculaire qui est le témoin avec lequel on va comparer les résultats de l'expérience. Donc, les stimulations qui nous concernent, c'est la stimulation S2 et S3. Vous voyez très bien que la stimulation suivante qui est S3 est survenue après le relâchement de la première secousse musculaire. Ici, on a utilisé la même intensité, on a appliqué la même intensité de la stimulation, c'est-à-dire que le même nombre de fibres musculaires vont être stimulées. C'est pourquoi on obtient la même amplitude dans les deux secousses musculaires. Vous voyez très bien qu'elles sont identiques. Donc, dans ce cas, la deuxième stimulation provient après la phase du relâchement. Toutes les fibres musculaires sont au repos, donc le même nombre de fibres serait stimulé et donc on obtient la même amplitude. Ici, on voit très bien qu'on a rapproché les deux stimulations. Alors la stimulation S3 ici est survenue lors du relâchement. Donc les fibres musculaires qui ont été excitées par la stimulation S2 ne sont pas tout à fait relâchées. Elles sont toujours excitées. Donc la stimulation S3 les rend à leur contraction maximale et le reste de cette intensité stimule d'autres fibres musculaires. C'est pourquoi ici vous voyez que les deux secousses musculaires ne sont pas fusionnées totalement. On remarque très bien les pics des deux secousses musculaires. Donc ici, la deuxième stimulation qui provient pendant la phase du relâchement, les fibres musculaires ne sont pas totalement au repos, c'est pourquoi une partie de la charge appliquée les rend en contraction maximale et le reste stimule d'autres fibres, ce qui donne une deuxième secousse d'amplitude plus élevée. Et c'est la fusion est partielle. Dans la troisième expérience, les deux stimulations sont trop rapprochées et la stimulation S3 provient lors de la phase de contraction. Donc ici, toutes les fibres qui ont été stimulées par la stimulation S2 ont gardé toute la charge et sont en train de se contracter. Donc lorsque la stimulation S3 intervient, elle stimule le même nombre de fibres. C'est pourquoi ici, on voit que c'est comme si on a une seule secousse musculaire, c'est comme si on a appliqué une seule excitation. Et pour l'amplitude de la secousse musculaire, c'est à peu près le double de la secousse musculaire obtenue par une seule excitation. Donc lorsque les deux stimulations sont très rapprochées, la deuxième stimulation se produit pendant la phase de contraction du muscle, on observe une fusion complète, c'est-à-dire une sommation totale des deux pour donner une seule secousse d'une amplitude plus grande. On va refaire à peu près la même expérience, mais cette fois, au lieu d'appliquer deux stimulations successives, on va procéder à une série de stimulations de même intensité, mais de fréquence variable. C'est-à-dire que ce qui va varier entre les deux expériences qu'on va voir maintenant, c'est la durée qui sépare les excitations entre elles.
Ici, dans la première figure, on a choisi une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire 10 stimulations par seconde. Ici, lorsque la fréquence des stimulations est faible, on obtient une succession de secousses musculaires qui fusionnent incomplètement. Ici, parce que chaque stimulation survient au cours de la phase du relâchement de celle qui la précède. C'est pourquoi ici, il n'y a pas une fusion totale. Et lorsqu'on observe ce qui se passe au niveau des muscles, on voit très bien qu'il est en train de vibrer, c'est-à-dire qu'il ne se contracte pas à 100% et il ne se relâche jamais. Ce phénomène, on l'appelle le tétanos imparfait. Dans la deuxième expérience, on choisit une fréquence de 50 chocs par seconde, c'est-à-dire que les stimulations sont trop rapprochées et lorsque la fréquence des stimulations est importante, on obtient une succession de secousses musculaires qui fusionnent complètement. Parce que ici, chaque stimulation survient au cours de la phase de contraction de celle qui la précède, ce qui donne un enregistrement complètement fusionné avec un plateau qui représente l'amplitude maximale de la contraction. Et lorsqu'on observe le muscle, il est à 100% contracté et il ne se relâche jamais. Ce phénomène s'appelle le tétanos parfait. La dernière expérience a pour but de déterminer ce qui se passe à un muscle lorsqu'il est fatigué. C'est pourquoi on applique une série d'excitations pour fatiguer le muscle et on enregistre la première réponse et la dernière réponse. Ici, on remarque très bien que la phase latence d'un muscle frais est plus courte que la phase latence d'un muscle fatigué. Pour la phase de contraction, elle est stable. Pour la phase du relâchement, elle devient plus longue et l'amplitude devient plus faible. C'est-à-dire que ce qui change chez un muscle fatigué, c'est que la phase de latence et la phase du relâchement deviennent plus longues et l'amplitude de la contraction devient plus faible. Dans la deuxième partie de ce cours, on va traiter les phénomènes énergétiques liés à la contraction musculaire. Donc, lorsque vous faites de l'effort musculaire, vous savez très bien que vous consommez de l'énergie. Et aussi, vous remarquez aussi que votre corps se réchauffe. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes chimiques et des phénomènes thermiques qui arrivent lors de la contraction musculaire. Je vais commencer par les phénomènes thermiques. Et dans ce but, on aura besoin du matériel suivant. D'abord, on aura besoin d'une grenouille. On va stimuler l'un de ces muscles gastronémiens sur lequel on a inséré une aiguille thermoélectrique composée de nickel et de cuivre. Cette aiguille va détecter la température du muscle. Et on aura aussi besoin d'une autre aiguille qui va détecter la température d'un muscle gastronémien au repos, qu'on ne va pas exciter. Ces deux aiguilles sont reliées à un amplificateur qui va agrandir les mesures prises par les aiguilles, pour qu'on puisse les voir clairement sur l'oscilloscope. Ici, j'ai deux graphes. Sur le premier, on a la secousse musculaire qu'on obtient lors de l'excitation du muscle gastronémien de cette grenouille. Et sur le deuxième, on a représenté la quantité de chaleur libérée. On remarque ici que la chaleur est libérée dans deux phases. La première phase est parallèle à la secousse musculaire. On l'appelle la chaleur initiale et elle dure quelques millisecondes. Dans notre cas ici, on a 0,3 secondes. Et pour cette chaleur initiale, elle est libérée aussi en deux parties. La première partie est libérée lors de la contraction, on l'appelle la chaleur de contraction, et l'autre lors du relâchement, on l'appelle la chaleur du relâchement. Une autre partie de la chaleur est libérée après la secousse musculaire
on l'appelle la chaleur retardée et elle dure entre 1 à 2 minutes. Ces mesures-là, ce sont les mesures qu'on obtient lorsqu'on fait cette réaction en milieu aérobie. Mais lorsqu'on refait les mêmes mesures, mais dans un milieu anaérobie, ce qu'on remarque, c'est qu'on a dégagement uniquement de la chaleur initiale et la chaleur retardée n'est pas libérée en milieu anaérobie. C'est-à-dire que ce qui est responsable de la chaleur initiale, ce sont des phénomènes anaérobies et la chaleur retardée est due à des phénomènes aérobies et le seul phénomène aérobie qu'on a, c'est la respiration. Donc, les phénomènes thermiques qui se passent lors de la contraction musculaire, c'est la libération de l'énergie thermique en deux parties. Une lors de la secousse musculaire, c'est la chaleur initiale qui est divisée en chaleur de contraction et chaleur du relâchement, et une chaleur retardée due à la respiration cellulaire qui vient ou bien qui provient après la secousse musculaire. On voit clairement que les phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire sont liés aux phénomènes chimiques qui sont la respiration et la fermentation. Ici, dans cette expérience, on a fait le dosage de certains paramètres avant et après la contraction musculaire. Donc, on a fait le dosage sur un muscle au repos et sur un muscle en contraction. On remarque ici que le volume qui traverse le muscle en contraction est beaucoup plus grand que le volume qui le traverse au repos. Le volume d'oxygène dans un muscle au repos est de 0,30 litres, alors que celui qui traverse un muscle en contraction est 5 fois plus grand. Le volume du CO2 rejeté est plus grand dans un muscle en contraction et aussi la quantité de glucose utilisée dans un muscle en contraction est beaucoup plus grand, à peu près c'est x4 lors de la contraction. Donc ici on a une consommation du glucose, on a consommation d'oxygène, on a rejet de CO2. C'est-à-dire que le phénomène qui arrive ici, c'est le phénomène de la respiration. C'est-à-dire que les cellules musculaires font la respiration cellulaire. Dans cette deuxième expérience, on a fait le dosage du glycogène, de l'acide lactique, de l'ATP et de la phosphocréatine dans des conditions expérimentales différentes. Premièrement, on a fait une stimulation d'un muscle non traité, c'est-à-dire une contraction dans les conditions normales. Pour le muscle, il se contracte pendant 3 minutes. On remarque que le taux du glycogène diminue, le taux de l'acide lactique augmente, la quantité d'ATP est stable et aussi celle de la phosphocréatine. Donc ici, on a consommation du glycogène, qui dit glycogène dit glucose, et on a production de l'acide lactique. Et aussi pour l'ATP, on sait très bien que le muscle en consomme lors de la contraction et puisqu'il reste stable, c'est-à-dire qu'il est régénéré. Donc ici, on a intervention d'une voie métabolique lactique, c'est-à-dire la production de l'acide lactique, la fermentation lactique. Dans la deuxième expérience, on a fait la stimulation d'un muscle traité avec une substance qui bloque l'utilisation du glycogène. Lorsqu'on bloque l'utilisation du glycogène, c'est-à-dire qu'on bloque la glycolyse. Et en bloquant la glycolyse, on bloque la voie de la fermentation et la voie de la respiration. Le muscle se contracte pendant 3 minutes normalement. Et puisqu'on a bloqué l'utilisation du glycogène, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni respiration ni fermentation, donc le glycogène ne va pas être consommé et l'acide lactique ne va pas être produit, on remarque que la quantité d'ATP est stable, c'est-à-dire qu'il y a régénération d'ATP même si on bloque les voies de fermentation et de respiration.
et on remarque que le taux de la phosphocréatine a diminué. C'est-à-dire qu'ici, que la production d'ATP provient de la phosphocréatine. Donc, on a consommation de la phosphocréatine, la régénération d'ATP, c'est-à-dire qu'ici, on a une voie métabolique qui régénère l'ATP, mais qui n'est pas la fermentation lactique. On l'appelle la voie métabolique alactique. Dans la troisième expérience, on a fait la stimulation des muscles traitée par une substance qui bloque l'utilisation des glycogènes, c'est-à-dire qu'on bloque la voie de fermentation et de respiration, et aussi une substance qui bloque la phosphocréatine kinase, qui est l'enzyme qui catalyse la transformation de la phosphocréatine. Ici, on remarque très bien que le taux du glycogène, de l'acide lactique et de la phosphocréatine reste stable alors qu'on a épuisement d'ATP. Il ne reste plus d'ATP dans le muscle après la contraction. Donc ici, il n'y a pas de régénération d'ATP. Donc, en bref, les voies métaboliques de régénération d'ATP sont les suivantes. On a la voie métabolique anaérobie alactique, elle est très rapide, c'est la voie de la phosphocréatine. Une molécule de phosphocréatine donne son groupement phosphate à une molécule d'ADP pour donner l'ATP plus la créatine. On a la voie métabolique anaérobie lactique, elle est une voie rapide et c'est la voie de la fermentation lactique. Ici, à partir d'une molécule de glucose, on produit 2 molécules de l'acide lactique et 2 molécules d'ATP. On a une autre voie métabolique aérobie, et la voie aérobie est très lente, mais elle produit une grande quantité d'ATP. À partir d'une seule molécule de glucose, on produit 38 molécules d'ATP. Pourquoi cette appellation de muscle squelettique strié? On l'appelle muscle squelettique parce que chaque muscle est fixé sur un os par un tendon. Et on l'appelle un muscle strié parce qu'il est composé d'un ensemble de fibres qui lui donne cet aspect strié. Donc, la partie qui se trouve à l'extrémité, ce sont les tendons qui fixent le muscle, et la partie qui se trouve au centre, c'est le muscle squelettique. Chaque muscle squelettique contient un tissu conjonctif qui permet de joindre les faisceaux de fibres musculaires entre elles. Entre ces faisceaux de fibres musculaires, on trouve des vaisseaux sanguins qui assurent le transport des nutriments et des gaz respiratoires et des nerfs qui assurent l'arrivée de la stimulation. Chaque faisceau de fibres musculaires est constitué d'un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire constitue une cellule musculaire et chaque cellule est entourée d'une membrane qu'on appelle le sarcolème, à l'intérieur duquel il y a un liquide qu'on appelle le sarcoplasme, et au niveau de chaque cellule musculaire, on trouve plusieurs noyaux. Et à l'intérieur de chacune d'elles, il y a un ensemble de myofibrilles. Donc la plus petite structure à observer, c'est la myofibrille. Cette image est une observation microscopique d'une coupe longitudinale du tissu musculaire. Et on a ici une coupe longitudinale d'une myofibrille. On remarque clairement qu'il y a une alternance de bandes claires et bandes sombres au niveau de la myofibrille. Et on a réalisé 3 coupes, une coupe au niveau A, niveau B et niveau C. Pour les coupes A et B, on les réalisait toutes les deux au niveau de la zone sombre. Mais vous remarquez que dans la zone sombre, il y a 2 zones. Une zone qui est très sombre et une qui est moins sombre. A est dans la partie la moins sombre et B dans la partie qui est très sombre. Pour la coupe C, on l'a réalisée dans la bande claire.
si on réalise une coupe transversale au niveau d'une fibre musculaire, on remarque qu'il y a au niveau de la zone A des myofilaments qui sont épais. Dans la zone C, des myofilaments qui sont fins. Alors que dans la zone B, on a les deux, les myofilaments fins et épais. Donc, on a proposé une structure de la plus petite structure qui constitue le muscle et qu'on appelle le sarcomère. Chaque sarcomère est limité par deux stries qu'on appelle les stries Z, entre lesquelles on a le sarcomère. Dans la zone sombre, on a une partie qui est constituée uniquement de myofilaments épais qu'on appelle la zone H. Et la totalité de la zone sombre, c'est la zone sombre anisotrope. On lui donne comme symbole la lettre A. Et la partie qui contient uniquement les myofilaments fins, on l'appelle la zone claire isotrope. On lui donne comme symbole la lettre I. Donc, si on veut étudier le mécanisme de la contraction musculaire, il suffit d'étudier ce qui se passe au niveau du sarcomère. Donc, afin de déterminer avec précision les changements qui arrivent au niveau du sarcomère, il faut connaître l'ultrastructure des myofilaments épais et fins. Pour les myofilaments fins, ce sont les filaments d'actine. Et pour les filaments d'actine, ils sont constitués de trois protéines. La tropomyosine, la troponine et les protéines d'actine. Pour l'actine, c'est la protéine majoritaire, c'est pourquoi les filaments prennent son nom. Alors que pour la troponine, c'est une protéine qui cache des zones où se fixent les têtes de myosine. Et les têtes des myosines, elles appartiennent aux filaments épais. Pour les myofilaments épais, ils sont constitués d'un ensemble bien de faisceaux de molécules de myosine. Et chaque molécule de myosine est constituée d'une tige et de deux têtes bilobées. Ici, vous voyez très bien dans la troisième figure qu'il y a un faisceau où il y a plusieurs tiges et pour chaque tête de myosine, elle est bilobée et chaque tête appartient à une molécule de myosine. Donc, le mécanisme de la contraction musculaire, il concerne l'ensemble des réactions qui se passent entre les filaments d'actine et les filaments de myosine. Donc, la dernière partie qui nous reste à voir, c'est la partie concernant le mécanisme de la contraction musculaire proprement dit. Une contraction musculaire est déclenchée par la création d'un potentiel d'action suite à une stimulation efficace. Sur cette figure, ce qui est représenté en rose pâle, on l'appelle le réticulum sarcoplasmique et ces éléments-là, ce sont les molécules d'acétylcholine. Donc, à l'arrivée de l'influx nerveux, au niveau des synapses, la cellule nerveuse libère un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Au niveau de la cellule musculaire, il y a des récepteurs spécifiques à l'acétylcholine. À l'intérieur du réticulum sarcoplasmique, on a un réserve des ions Ca2+. Lorsque l'acétylcholine se fixe au récepteur spécifique sur la membrane de la cellule musculaire, cette liaison provoque la libération des ions Ca2+ du réticulum sarcoplasmique pour se propager à l'intérieur du sarcoplasme et rejoindre tous les sarcomères qui forment les fibres musculaires du muscle. Les ions Ca2+ se fixent sur la troponine, entraînant le déplacement de la tropomyosine
et la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Les têtes de myosine s'attachent à l'actine pour former le complexe d'actomyosine. Ce complexe favorise l'hydrolyse d'ATP. L'énergie résultante de l'hydrolyse est transformée à un mouvement de rotation des têtes de myosine vers le centre du sarcomère. Les deux stries Z de chaque sarcomère se rapprochent, provoquant ainsi le raccourcissement des sarcomères et la contraction du muscle. Une molécule d'ATP se fixe sur chaque tête de myosine, ce qui induit le détachement du myosine de l'actine. Si la stimulation continue, les événements précédents se reproduisent. S'ils s'arrêtent, les ions Ca2+ seront pompés vers le réticulum sarcoplasmique, la troponine cache les sites de fixation des têtes de myosine et le muscle revient au repos. Avec cette animation, je termine mon cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir choisi RaySchool pour réviser vos leçons et à très bientôt.